Bonjour, rebonjour, comment ça se passe? Merci à vous. Cet après-midi, on va aborder un plénum sur les crypto-monnaies, le Web3, avoir un langage commun. On accueille la société Swissborg, une superbe scale-up suisse, leader européen dans les transactions, dans ces échanges, plus d'1 million d'utilisateurs. Un de ses cofondateurs, Jérémy, salut. Un des membres de sa direction, Alexander, ciao, plaisir. Et nous, on va aller dans les crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? La parole est à vous et au plaisir de vous entendre. Écoutez, merci beaucoup, on est très content d'être là. Le but, on va parler un peu, on va parler crypto, on va parler un peu inflation, politique monétaire, Web3. On va peut-être commencer par rapidement se présenter. Je me présente vite. Moi, je m'appelle Alexander Petou, j'ai 44 ans. Je m'occupe donc de toute la partie business development chez Swissborg. Mon background, c'est vraiment dans ce qu'on appelle la TradFi, le monde de la banque traditionnelle. J'ai fait 16 ans de banque classique, de private banking. J'ai fait l'UBS, je suis passé par Lombardier, par JP Morgan et ensuite par Pictet. Donc un background très très bancaire et très wealth management, on va dire. Et il y a 4 ans, j'ai fait le grand saut dans la crypto. Et mon collègue Jérémy. Jérémy Baumann, je suis le CFO de Swissborg. J'ai rejoint la crypto il y a 8-9 ans maintenant. Avant ça, j'étais chez Lombardier, faisant du portfolio management focusé sur les equity. Et comme Alex a dit, moi j'ai franchi le pas il y a 8 ans, ce qui en âge de crypto est peu, mais en âge normal est beaucoup, vu tout ce qui se passe. Nous, on aime bien compter en âge de chat. Donc plus de 50 ans maintenant en pratique, vu la volatilité de la classe d'actifs et la rapidité à laquelle les choses bougent. Parfait, donc notre présentation elle va être en 3 parties. On va vite faire une première partie où on va un peu définir certaines notions de base, parce que je ne sais pas quel est le niveau de tout un chacun ici autour de la table au sujet du Web3, etc. Donc on va juste définir quelques notions de base, histoire de s'assurer, comme le disait M. Ferrari avant, qu'on parle la même langue, qu'on ait un langage commun. Ensuite, Jérémy va vous donner un peu une vision macro de où on en est, où on est la crypto dans le cycle, etc. et où on se place en fait dans le cycle monétaire. Et on terminera rapidement par juste vous expliquer qu'est-ce qu'on fait chez Swissborg, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et après, on ouvrira le plénum pour les questions. Donc, la première chose, on va vite, rapidement définir ce que c'est le Web3, parce qu'on parle de Web3 toute la journée, mais c'est vrai que quand je pose la question autour de moi et que je demande une définition claire, les gens s'en mêlent vite les pinceaux. Donc, Web 1, c'était cette notion dans les années 90, dans les années 90, où on recevait uniquement l'info. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient déjà là. À l'époque, on ne pouvait pas interagir. On recevait uniquement l'information, on allait chercher les paroles d'une chanson ou des choses comme ça sur Internet, mais c'était vraiment très très basique. Ça, c'était la première itération du web. Ensuite, dans les années 2000-2004, il y a eu la seconde itération, le Web 2, où là, on était non seulement lecteur, mais on était aussi producteur quelque part, parce qu'on commençait à écrire des blogs, on téléchargeait des photos sur Facebook, on écrivait sur MySpace, on se créait des profils. Donc il y avait une vraie interaction. Ça, c'était le Web 2. Maintenant, le Web 3, c'est l'Internet du futur. Moi, je dis que c'est déjà l'Internet d'aujourd'hui, quelque part, parce qu'on le vit déjà. Il y a certaines boîtes qui sont déjà Web 3, certaines sociétés. Là, ici, la question, c'est qu'on n'est plus seulement rédacteur, on n'est pas seulement lecteur, rédacteur, mais on est aussi, surtout, propriétaire. Propriétaire de quoi? Propriétaire des données. Si le nerf de la guerre, pour nous, c'est vraiment les données. Vous êtes tous conscients, dans les années, là, avec l'émergence des GAFA, de Google, Facebook, etc., à quel point ces entités ont fait des milliards et des milliards sur notre dos, on va dire gentiment, parce qu'à l'époque, on ne lisait pas tellement les Terms and Conditions, et puis on a tous signé, on pensait tous que c'était gratuit, beaucoup de gens continuent à penser en fait que Facebook c'est gratuit, etc. Il y a ce fameux adage qui dit que si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Ici, la question derrière, c'est vraiment une question de data et de données. C'est vraiment le nerf de la guerre. Maintenant, on va vite définir rapidement ce que c'est une blockchain. Une blockchain, c'est une base de données. C'est un nom très compliqué pour quelque chose de très simple. Finalement, c'est une base de données décentralisée qui est accessible à tout le monde. Tous les participants ont une copie du contenu de la blockchain, ou en tout cas, y ont accès. C'est non soumis à une entité centrale, donc il n'y a jamais de notion de censorship et ces choses-là qui peuvent entrer en jeu. Et une quasi-anonymité, anonymisation, je ne sais plus comment on dit en français, sur la blockchain, ça c'est une notion importante. Maintenant, je vais juste faire une petite incursion sur le scepticisme qu'il y a autour de la crypto-monnaie. Les cryptos, au même titre que beaucoup d'autres innovations qui ont
qui ont pris place dans l'histoire humaine, dans l'histoire récente de l'humanité, les cryptos aujourd'hui, elles sont encore très décriées. Il y a encore beaucoup d'avis négatifs, il y a beaucoup de désinformation autour de ça. Mais nous, on est assez rassurés parce qu'au même titre que la plupart des grandes technologies ou des grandes innovations qu'il y a eu dans le dernier siècle ou plus, c'est toujours eu énormément de scepticisme au début, et ensuite, les gens s'en rendent compte au fur et à mesure de l'utilisation et du développement, ils se rendent compte de l'intérêt qu'il y a là derrière. Souvent, on dit que les banques n'aiment pas le Bitcoin, que les taxis n'aiment pas Uber, que pour la même raison, les hôtels n'aiment pas Airbnb, que les cinémas n'aiment pas Netflix, que les sociétés qui aiment le 9 to 5 et voir leurs employés saoulés n'aiment pas le work from home et le remote work. Ben oui, c'est un fait. Souvent, l'innovation n'est pas accueillie à bras ouverts au début. Ben, nous, on se sent un peu dans cette phase. Après, c'est une très bonne chose, parce que cette slide, elle vous montre vraiment une chose, c'est qu'on est encore très très tôt. Il y a énormément de gens qui disent, non mais la hype autour des crypto-monnaies, c'était 2017. Il y en a d'autres qui vous diront que c'était 2021. Il y a évidemment cette notion de cyclicité. Jérémy va revenir là-dessus. C'est comme au même titre que tout dans la finance, il y a une vraie cyclicité. Mais si on superpose la courbe d'adoption en fait, d'Internet et qu'on compare avec la courbe d'adoption des crypto-monnaies, ça nous montre qu'on est encore très très tôt. En fait, aujourd'hui, en 2024, c'est l'équivalent de l'adoption d'Internet en 2000. Donc on est encore incroyablement tôt. Nous, on est convaincus par ça. Les prévisions disent qu'il y aura 1 milliard d'utilisateurs en 2025 et même 5 milliards en 2030. Tout ça pour vous dire à quel point on est encore très très tôt. Il y a plein de gens aussi qui disent que se lancer aujourd'hui dans la crypto ou acheter du Bitcoin, on parle souvent de Bitcoin, c'est vraiment le fer de lance, c'est vraiment la représentation de la crypto en général, mais plein de gens disent qu'acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est l'équivalent d'acheter de l'immobilier à Manhattan dans les années 1800. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu qu'avec l'élection de Trump, le Bitcoin a explosé, a dépassé ce matin ce qu'on appelle le all-time high, ses niveaux les plus hauts. Et certaines prédictions vont, aujourd'hui il a 72, 73 000 $. Certaines prédictions vont à 1 million, 2 millions, 3 millions, et c'est des entités très sérieuses qui disent ça. Donc on est encore à peine au balbutiement de tout ça. Je vais essayer d'aller rapidement, donc s'il vous plaît, pardonnez-moi si je vais trop vite et ou s'il y a certains termes qui ne sont pas forcément très clairs. Il y a beaucoup d'anglicismes, on est tous dans la finance donc on les connaît, mais il y a un layer de tech qui s'ajoute. Plus c'est très très jargonnant la crypto, donc je fais de mon mieux, mais voilà. Comme Alex l'expliquait, on est dans un trend séculaire, ça il n'y a aucun doute. Nous on raisonne de la façon suivante, on essaye d'être le plus basique possible. Est-ce que le monde de demain sera plus digital qu'aujourd'hui? Si la réponse est oui, la technologie en règle générale va monter. Quelle société, etc. Ça c'est un autre truc, stock picking c'est beaucoup plus compliqué, mais le trend séculaire de la technologie, il est là et il va continuer, il n'y a aucun doute avec l'émergence de l'AI, etc. La crypto, c'est maintenant à part entière une tech stack, ça fait partie de la technologie. Et donc en fait, la crypto, pour qu'on le veuille ou non, fera partie de ce trend séculaire. Ça, c'est la partie long terme. Ça veut dire que plus digital demain, les chiffres montent. Par contre, comme on le sait tous, dans les trends séculaires, il y a du cyclique. Et en fait, l'idée ici, c'est de démontrer que les cycles sont toujours la même chose, contraction, expansion, etc., que les cryptos réagissent de la même manière que d'autres classes d'actifs à ces cycles-là. Comme on le disait, les cryptos suivent le cycle généralement monétaire qui, lui, est influencé pour nous par les politiques monétaires. Et les politiques monétaires sont influencées par les murs de refinancement que le monde connaît aujourd'hui. Quand on fait la somme de la dette totale du monde, c'est à peu près 350 trillions. En 2025, 26, 27, il y a à peu près 70 trillions à refinancer. Et donc en fait, on se focus beaucoup sur les cycles de refinancement pour regarder comment les banques centrales vont devoir soutenir cette liquidité pour pouvoir refinancer le monde. On voit qu'aujourd'hui, on est dans un moment du cycle qui est assez parfait. Comme Alex disait, il y a Trump qui a été élu. Il y a les banques centrales du monde entier qui sont en train de easer. Il y a les banques centrales du monde entier qui sont en train d'injecter des liquidités, surtout la Chine. Probablement que la Fed va suivre. Et pourquoi est-ce qu'elles le font? On sait que le trend rate du GDP des pays développés sur les 20-25 dernières années
a fait que baisser. Et en fait, les États ont fait que compenser cette baisse par de la création monétaire et du débasement monétaire. On le voit par tous les chiffres. BlackRock, dans leur présentation sur le Bitcoin, ça c'est juste le chart du bas, c'est une corrélation entre la participation rate aux US de la population et la dette de l'État. On voit que les corrélations entre la croissance démographique, la croissance du PIB et la dette des États est absolument démontrée maintenant. Je ne parle même pas de Covid et de comment les États ont printé en 2020 et 2021. Ça, c'est une anomalie au sein du trend. Mais on sait que globalement, le monde ajoute de la dette d'année en année pour de multiples raisons. Et pour pouvoir rouler cette dette, pour pouvoir refinancer cette dette, les banques centrales n'ont pas le choix que d'injecter des liquidités et donc de débaser la monnaie. Je suis sûr qu'on vous en parlait suffisamment entre vous. On voit que toutes les monnaies du monde, ou la plupart des monnaies du monde, se font débaser et se sont faites débaser de manière assez conséquente ces dernières années. Comme je vous disais, il y a à peu près 70 trillions qui sont à refinancer entre 2024 et 2026. Ça, c'est des chiffres du FMI et de l'OCDE. On voit que la heatmap des banques centrales sont plutôt dans le vert, en train d'easer. Donc en gros, on sait qu'on est en train d'arriver dans un cycle monétaire qui va nous porter, donc qui va être positif pour la classe d'actifs. Et on sait que les banques centrales n'ont pas le choix de continuer à printer pour continuer à soutenir ce refinancement. Et malgré le fait que, par exemple, la Fed a dit qu'elle faisait du QT depuis des mois, si on regarde en détail sa balance sheet, il y a certaines parties de sa balance sheet où effectivement elle est en train de la shrink, mais il y a certaines parties de la balance sheet où elle est en expansion, et c'est les parties qui comptent pour la liquidité. Et ça, c'est illustré par exemple dans le chart de droite par la bande, enfin la courbe jaune qui est en expansion, en fait, on voit que le bilan de la Banque centrale est en contraction. Quand on fait le modèle, on se rend compte que depuis depuis 2008, depuis la grande crise financière, les États n'ont pas eu le choix que de devoir continuer de push down the can down the road parce que le niveau de dette est trop grand. En 1980, pour un financement de CAPEX sur les marchés, il y avait un refinancing. Aujourd'hui, le ratio il est de 4 pour 1. C'est-à-dire que, en fait, les marchés financiers, et je suis sûr que vous le savez mieux que moi, les marchés financiers aujourd'hui servent de capacité de refinancement au monde. Et ça, c'est impossible sans avoir de la liquidité. Et cette liquidité, elle est pour nous au cœur du débasement qui fait monter de facto le prix des actifs, mécaniquement. Et en fait, c'est pas vraiment une sorte de vue de l'esprit, c'est que empiriquement, quand on charte, par exemple, le Nasdaq ou le Bitcoin sur les liquidités, on voit la corrélation, elle est à 85%, 90%, etc., etc. Et donc, il y a une vraie corrélation entre l'inflation du prix des actifs et l'inflation monétaire qu'on a connue. Je ne parle pas d'inflation high street inflation de notre panier à la Migros, je parle d'inflation monétaire. Et donc, comme les États n'ont pas le choix de devoir répondre à ces besoins de liquidité en fonction des refinancements qui vont être portés par le marché, ils n'ont pas le choix d'adopter leur politique monétaire. Et parce qu'on est capable d'anticiper les murs de refinancement, on est capable d'anticiper les politiques monétaires. Et on voit bien que le cycle actuel est extrêmement porteur. Pour illustrer mon propos, cette slide, elle est intéressante, c'est juste pour montrer, en gros, on a Spring, Summer, Winter et puis Fall, c'est 4 saisons du cycle économique. Et on voit que pratiquement chaque fois, il y a cette phase d'expansion de la classe d'actifs. Là, c'est le Nasdaq et le Bitcoin, pour ne pas se focuser que sur... J'aurais pu prendre le S&P aussi, hein, mais c'est pour pas que se focuser sur la crypto. Mais on voit bien qu'en fonction de la saison macroéconomique dans laquelle on se trouve, le prix de l'actif monte ou baisse. Et pour illustrer mon propos pour moi, et je terminerai sur cette slide, c'est Bitcoin. Donc en gros, ça c'est iShares, c'est BlackRock, lors de leur présentation maintenant à tous les institutionnels qui montrent ça. C'est
toutes les classes d'actifs confondues, commodities, agricultural commodities, high yield, etc., etc. Et en fait, en fonction des années, on voit le best performer. Et on voit que Bitcoin, c'est 1 année, 2 années, 3 années, top performer, 1 année, worst performer. 1 année, 2 années, 3 années, top performer, 1 année, worst performer. Donc en fait, c'est la meilleure classe d'actifs à avoir 3 ans de suite et c'est la pire à avoir 1 année. Et en fait, ça, on revient à ce refinancing cycle de 4 ans qui vient de l'époque de la grande crise financière de 2008 qu'on a tous connue, qui a été une sorte de debt jubilee sur la dette du monde, où en fait les dettes n'ont pas été oubliées, mais les taux ont été mis à zéro partout, et le monde entier s'est refinancé à ce moment-là, et s'est refinancé à une moyenne de 4 ans, à peu près en termes de maturité. Je crois pour une raison économique, où en fait vous avez suffisamment de visibilité pour planifier, mais vous n'avez pas trop de duration ou de maturité pour ne pas payer trop cher votre dette. Et donc en fait, on voit ces cycles de 4 ans se répéter, et le Bitcoin en est l'illustration la plus parfaite. Ça fonctionne avec d'autres classes d'actifs, mais nous, c'est pour ça qu'on est aussi bullish sur la crypto, c'est qu'en fait, on arrive à extraire la cyclicité de la classe d'actifs de la meilleure façon, vu cette continuité de refinancement de dettes, etc. Et si vous voulez ajouter la cerise sur le gâteau, comme Alex l'a dit, on est encore très tôt, et en fait, au-delà de la cyclicité de la classe d'actifs, il y a en plus l'adoption, donc en gros le fait que les gens en utilisent de plus en plus, en achètent de plus en plus, etc. Donc la performance est en plus accentuée par ça. Et bien sûr, quand les cryptos baissent, ça va dans l'autre sens. On est on top of the world quand le marché monte, et on est les derniers des imbéciles quand le marché baisse. On connaît tous ce sentiment, et la crypto exacerbe ce type de sentiment. Mais voilà, c'est pour démontrer ça qu'on est aussi bullish. C'est par cette démonstration-là qu'on est aussi bullish sur la crypto. On est dans un très bon moment du cycle, et que pour nous, c'est un des meilleurs hedges contre l'inflation monétaire. Il y a évidemment l'or, il y a évidemment d'autres classes d'actifs, mais pour nous, la crypto et surtout le Bitcoin, c'est la meilleure classe d'actifs à détenir pour se protéger contre le débasement monétaire et l'inflation monétaire. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc on est une scale-up suisse. Aujourd'hui, on a 7 ans d'expérience. Comme le disait Jérémy avant, 7 ans en crypto, c'est comme les années de chien. Donc c'est comme si on était une boîte d'une 50aine d'années. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. On a 1 million d'utilisateurs aujourd'hui et environ on a 224 employés. Donc on est quand même une grosse opération. Les employés sont répartis un peu partout. On a le bureau principal à Lausanne, mais on a une grosse opération à Lisbonne. On a pas mal de monde à Tallinn. On commence à avoir des gens à Dubaï, à Paris. On a du monde partout. Qu'est-ce qu'on fait? On est un écosystème de gestion de fortune. C'est vrai que dans la crypto, vous allez souvent entendre parler d'exchange. Nous, on est un peu un exchange, au même titre que Coinbase, Binance et certains de ces mastodontes, mais on va plus loin. C'est que nous, on n'est pas seulement un exchange, on va plus loin, on amène des outils qui sont propres à la gestion de fortune. On est tous des anciens banquiers, on est tous dans le team des exécutifs, on est quasiment 80% des anciens banquiers ou des anciens du private banking, et on amène tous ces outils, on amène le meilleur du private banking à la crypto. On aide, chez Swissborg, on essaye d'aider tous les investisseurs, qu'ils soient aguerris ou qu'ils soient vraiment juste débutants, à naviguer dans le monde assez nébuleux du Web3. Et puis après, notre cri de guerre, c'est un peu la démocratisation de la gestion de fortune, en la rendant ludique, plus juste et centrée sur la communauté. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'outil, de l'application elle-même, de ce qu'on fait. Je vais juste mettre l'accent sur, pour moi, ce qui est vraiment quelque part une œuvre d'art d'ingénierie et qui est une immense valeur ajoutée si un jour vous voulez vous lancer dans la crypto. C'est ce qu'on appelle le Smart Engine. Le Smart Engine, en fait, c'est un peu la même chose que quand vous allez acheter un billet d'avion, vous allez sur une plateforme comme Skyscanner, eBookers ou comme ça, vous allez sur un agrégateur. Nous, on fait ce même travail d'agrégation où en fait on est ce qu'on appelle un meta-exchange, c'est qu'on va aller chercher sur 12 plateformes différentes, toutes les principales, Binance, etc., mais aussi des plus petites, et aussi pas que des centralisées, mais aussi des plateformes décentralisées, on va aller chercher le même prix. Parce qu'évidemment, si vous voulez acheter un petit peu de Bitcoin aujourd'hui, ce ne sera pas le même prix sur Binance que sur HitBTC ou sur d'autres plateformes. Donc en fait, tout ce travail d'arbitrage, nous, on a un outil qui le fait pour vous, et on donne ce qu'on appelle la Best Price Execution. On est les seuls à offrir ça aujourd'hui sur le marché. Quand on traite des grosses sommes, ça va très très vite, et c'est très vite des milliers de francs. C'est pour ça que je voulais juste mettre l'accent là-dessus, parce qu'en général, on a la meilleure tech, mais on est très mauvais en marketing. Donc, je profite pour une fois d'en parler un peu.
On arrive déjà à la conclusion. Comme vous l'aurez compris, nous on pense qu'on est encore très très tôt, que c'est une technologie on est encore au balbutiement de la technologie. Il y a encore énormément de scepticisme. C'est une bonne chose aussi quelque part, parce que vu qu'on est déjà dedans, nous on est très contents qu'il y ait aussi ce scepticisme. Ça nous donne un peu du fil à retordre des fois, mais ça nous permet aussi d'expliquer ce qu'on fait et les gens sont généralement plutôt intéressés. Et la dernière chose, c'est que chez Swissborg, vu qu'on fait de la gestion de fortune, contrairement à beaucoup de nos concurrents qui font vraiment du très court terme, nous on est là pour le long terme. On a vraiment cette approche wealth management, private banking, finalement une philosophie très suisse, de faire les choses bien, de faire les choses carrées et de faire les choses sur le long terme. J'essaie de reprendre un peu ce que vous avez dit. Alors, on a des gens qui ont été dans la gestion de fortune et qui font ce parallèle, d'accord ? C'est vrai que par rapport à d'autres qui ont été plus des techniciens et qui font des modèles quant d'achat et de vente de crypto-monnaies, j'ai une première question. Quel est le volume des crypto-monnaies dans le monde aujourd'hui ? Et combien de crypto-monnaies avons-nous qui existent ? Le marché, il fait environ 2 trillions et demi, 2 trilliards et demi, je ne sais jamais comment on le dit en français. Donc c'est petit, c'est tout petit. Et il y a beaucoup de cryptos. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 millions de cryptos. Donc il y a un nombre conséquent. Il y a à boire et à manger, comme dans beaucoup de choses. Il y a des sociétés qui ont des technologies extraordinaires. Il y a des scams, c'est une bonne représentation de la palette humaine, de l'inventivité positive et négative de l'être humain. Et donc voilà. Alors, vous avez fait un parallèle à un moment donné sur la rareté, la valeur de la crypto. Vous avez juste parlé de l'or. Si je prends ici l'évolution de la crypto-monnaie, quand vous faites ce tableau de comparaison par rapport à plusieurs classes d'actifs, vous avez des fonds de pension ici qui ont une responsabilité fiduciaire de garantir des prestations, parce que là-bas, ce n'est pas la gestion de fortune, c'est bien de garantir les prestations. Comment répondre aux risques qui pourraient arriver quand on a passé du dernier plus haut vers 2021 de 62 000 à 14 000 ? Ça veut dire 62 000, 14 000, on a 48 000 de correction, donc à peu près 80% de correction. Comment est-ce que je peux, si je conseille ces gens d'aller dans les crypto-monnaies, dire qu'il faudra assumer ça ? Est-ce que c'est un risque qui arrive encore, sachant que l'or, lui, il a fait ses corrections à un moment donné, il était à 17 000, mais il est tombé dans l'histoire à 1700 à 1100, donc je n'ai pas tout à fait la même chose. Et la rareté, alors quand vous dites, vous parlez de la rareté, dans l'évolution qu'il y a eu, dans les graphiques et ces évolutions et la correction, il y a aussi ce phénomène de rareté, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. Il n'y avait pas de contrepartie. Ouais. Le marché s'est développé, vous venez de ça, donc c'est ça qui est intéressant. Alors je vais peut-être répondre sur la première partie, c'est sur la volatilité. La volatilité, elle est clairement là, elle ne va pas partir pour l'instant. La crypto, ça reste une technologie très jeune, relativement immature, ce qui fait que, bien sûr que la volatilité fait partie intégrante de la vie de Bitcoin et de toute la crypto en ce moment. C'est avec l'adoption de masse, c'est avec les cas d'usage qui vont arriver de plus en plus qu'on va arriver à une certaine stabilité. Il y a certaines cryptos qui sont beaucoup plus stables que d'autres. C'est clair que là, vous avez comparé le Bitcoin avec l'or, la volatilité est encore gigantesque. Mais si on prend certains meme coins ou certains autres tokens, la volatilité est encore beaucoup plus forte. Après, il y a les stablecoins qui peuvent répondre à cette problématique de la volatilité. Ça, c'est une première chose. Et après, si on pense toujours long terme, bien sûr que dans un cycle, il va y avoir des hauts et des bas. Les hauts et les bas sont très violents dans la crypto, ils vont l'être de moins en moins, mais aujourd'hui c'est encore le cas. Après, si on est là pour le long terme, si on est là pour les 5, 10, 15 prochaines années, ce qui est le cas des fonds de pension, je pense, on lisse, et tout le monde le sait, on lisse parfaitement tout ça. Mais la volatilité fera toujours partie intégrante, en tout cas dans les 3 à 5 prochaines années, c'est clair, du pari. Quand vous parlez de ces crypto-monnaies, vous parlez surtout du Bitcoin. Oui. Vous n'avez pas parlé de l'Ethereum. Non, le Bitcoin est un peu le fer de lance. C'est vraiment Bitcoin est le représentant, l'ambassadeur. Ethereum est clairement là, mais il joue un rôle secondaire. Et c'est vrai qu'on parle rarement des deuxièmes et des seconds. On parle toujours des leaders.
Donc le Bitcoin, c'est le franc suisse, l'Ethereum, c'est le dollar ou l'euro? Non, le Bitcoin, c'est l'or et l'Ethereum, c'est le pétrole, par exemple. Ou l'argent. Ou l'argent. C'est en fait la rareté du Bitcoin, elle est paramétrique. Il y a plein de concepts philosophiques qui peuvent s'ajouter à la pile. En gros, c'est l'extraction de l'énergie, parce qu'il faut avoir de l'énergie pour miner du Bitcoin. Et donc, en gros, c'est l'expression la plus pure d'un asset qui vaut de l'énergie. C'est le fait que vous ne pouvez pas aller extraire du Bitcoin qui est prévu paramétriquement pour être miné en 2072. Par exemple, peu importe le prix du Bitcoin, si un Bitcoin vaut 50 millions demain, vous ne pourrez pas aller extraire plus de Bitcoin qu'il est prévu d'en extraire dans les paramètres de la blockchain. Donc en fait, c'est par cette définition-là, juste pour répondre à votre question sur la rareté. Pour répondre sur l'Ethereum, en fait, il faut voir l'Ethereum comme en fait une structure qui vous permet de construire des choses dessus. Au même titre que l'IP de Internet Protocol qui a été créé pour créer des sites Internet, etc., l'Ethereum, c'est comme un IP, c'est comme un Internet Protocol sur lequel vous pouvez construire des boîtes, vous pouvez construire des applications. Et en fait, la beauté de ça, c'est que pour pouvoir utiliser Ethereum, vous devez avoir des coins, vous devez participer au réseau. Et en participant au réseau, vous faites monter la valeur du token ou la valeur du coin parce que l'utilisation augmente. C'est le network effect, c'est Metcalfe law et tout ça, etc., etc. Et en fait, voyez ça comme si vous étiez à l'époque de Facebook, quand vous rentriez sur Facebook, vous deviez acheter un token. Aujourd'hui, vous êtes sur Facebook, vous avez l'utilité de Facebook, c'est cool, vous pouvez envoyer des messages, etc., des photos, s'il y a encore certains d'entre nous qui utilisent Facebook. Par contre, vous ne bénéficiez absolument pas des rendements que Facebook dégage, à moins que vous soyez actionnaire. Ethereum, la crypto, c'est si vous êtes capable de créer une structure sur Ethereum et que vos utilisateurs, pour pouvoir utiliser cette structure, doivent avoir de l'Ethereum, ils bénéficient de l'utilité du réseau et de la création de richesse ou la destruction, ça dépend du moment, de richesse qui est créée par le réseau. Donc en fait, vous incentivez tout le monde au même moment. Et Ethereum, c'est une autre blockchain, il y en a 1000 autres, il y en a de plus en plus, dépendamment de qu'est-ce qu'elles essayent d'achieve. Typiquement, Sui, c'est beaucoup utilisé par les gros institutionnels pour faire de la tokenisation d'actifs financiers, etc., etc. Donc en fonction de la blockchain et de leurs, on va dire, paramètres et spécificités, c'est utilisé pour différentes choses. Vous avez dit, nous avons une approche de performance par adoption. Enfin, il va y avoir une performance par adoption. Alors là, on traite ces jours, on parle d'être infrastructure, on parle d'actions suisses, de dette privée, de marchés émergents et autres. Si vous avez comparé le Bitcoin à l'or, si vous deviez comparer une classe d'actifs, quelle autre classe d'actifs, puisque je parle aux anciens gestionnaires de fortune, pensez-vous que ça doit être aussi à considérer des performances par adoption? C'est une bonne question. Tu veux répondre? Moi, sinon, on peut l'ouvrir et puis on l'ouvre à la salle. Aucun piège, on est dans le débat. Non. Moi, je vais répondre de deux manières. La première, c'est aujourd'hui, vous êtes dans les fonds de pension, vous savez que, je ne sais pas moi, les commodities, il y a 30 ans ou 40 ans, je ne sais plus exactement quand, c'était impossible d'en mettre. Et après, c'est rentré peu à peu. Ça a été dans des parties alternatives, etc., etc. La crypto, ça fait partie de cette même approche, ça va devenir une classe d'actifs à part entière. Et si je peux essayer de faire un parallèle avec des classes d'actifs qu'on connaît, c'est aussi hétéroclite que le S&P en termes de sociétés. Il y a des sociétés qui font du impact investing, il y a des sociétés qui font du DePIN, du Decentralized Infrastructure, il y a des sociétés qui font de l'AI, il y a des sociétés qui font des exchanges comme nous. En fait, il y a 1000 types de sociétés qui ont leur coin, qui ont leur crypto, qui sont sur le marché des cryptos. Merci Jérémy, merci Alexander, merci mesdames et messieurs. C'est un débat qu'on ouvre, qu'on va continuer. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.